Ce n'est pas un médecin, c'est un artiste, un passionné, un esthète qui offre du plaisir, de l'émotion, de l'amour. Pourtant, son quotidien est fait d'humilité et de doute. Sa vie, elle pourrait être celle d'un héros de Balzac. Il la résume comme une longue recette de cuisine qui se mijote au jour le jour, avec des hauts et des bas. Et comme un cadeau pour ces fêtes de fin d'année, l'immense chef Pierre Gagnaire est notre invité. À l'occasion bien sûr de parler de cuisine, de santé, mais aussi de découvrir l'homme. Comment ce petit garçon timide, né dans un village du Forez, pas sûr de lui, peu doué pour les études, et qui n'a jamais vraiment eu envie de cuisiner, est devenu l'un des chefs les plus connus au monde. Alors quels sont les ingrédients qui font un grand chef ? Ce talent de donner des émotions gustatives n'est-ce que du travail ? Comment faire son marché ? Comment construire un plat ? On peut même parler de constellation. Mais que vient faire un chimiste et la cuisine moléculaire dans son parcours ? L'alimentation est un vrai déterminant de santé. Quel est son rapport à la santé ? Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé, BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Pierre Gagnaire, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, un immense merci de partager ces moments avec nous dans ces périodes de fête. Donc, Noël est là. Quel souvenir, quel Noël a particulièrement compté pour vous ? Quel est votre souvenir le plus émouvant ? Je sortais donc de l'armée, de la marine, et mon rêve, c'était de travailler au Maxims. Parce que les garçons avec qui j'avais succédé sur ce navire où j'étais cuisinier amiral m'avaient parlé avec émotion de cet endroit extraordinaire où il se passait plein de choses. Et puis je vais au Maxims, et puis bêtement je pousse la porte, et bien sûr on me dit non, on est complet. Et on m'a envoyé au Maxims Orly. Et au Maxims Orly, il y avait 2 restaurants. Il y avait le pendant de la rue Royale, plutôt gastro, et puis une brasserie. Et je me suis retrouvé à la brasserie, et j'ai passé un Noël qui était extrêmement émouvant, parce que l'aéroport était vide, et il y avait une espèce de poésie, de tristesse, c'était une espèce de moment hors du temps, et en fait, j'avais l'impression de me retrouver en mer, dans cet aéroport complètement vide. Voilà. Donc, les Noëls, j'ai souvent travaillé, donc j'ai pas de Noël marquant d'enfance, mais ce Noël vécu avec des gens, on sait bien, dans les cuisines, il y a des gens du monde entier, il y a des Maliens, et ce moment de solidarité, c'était un moment, c'était un moment à la fois triste, mais c'était un moment chouette, voilà. Vous avez dit Noël, vous l'avez passé en cuisine la majorité du temps ? Oui. Le reste du temps, c'est vous qui êtes en cuisine ? À la maison ? Ou vous avez le droit à un petit répit ? C'est une bonne question. Non, je suis pas beaucoup à la maison, mais c'est plutôt moi qui cuisine, effectivement, oui. Et vos amis osent vous inviter à dîner chez eux ? Oui, mais alors ça c'est un bon argument. Attendez, non, si l'amitié et l'amour est là, c'est forcément bon, même si le poulet est un peu trop cuit, c'est pas grave, hein, vraiment. Mais si le poulet est de bonne qualité, trop cuit, moi ça me dérange pas. Hein. Alors, dans votre dernier livre que l'on cite, Pierre Gagnaire en cuisine, masterclass chez De Noël, vous citez un autre grand chef, Alain Chapelle. Et il dit « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Ouais. C'est quoi beaucoup plus ? C'est ce moment très particulier où la tête rejoint la main et où le joli plat, il va se construire sur quelques minutes après des heures et des heures de travail. Et c'est ce qu'on appelle peut-être le talent. C'est ce moment où on est complètement fusionnel avec le produit. Moi, lorsque je cuisine, d'ailleurs, c'est pour ça que je cuisine assez peu à la maison, en fait. Parce que pour moi, c'est un métier. Il
faut être très concentré, il faut écouter la matière et il faut essayer de sortir quelque chose qui vous dépasse. Voilà. Et c'est là que la cuisine devient beaucoup plus que des recettes. Parce qu'une recette, ça veut rien dire. Si votre navet il sort d'un frigo qui a 8 jours, s'il sort de la terre, la matière première est déjà pas n'a pas la même texture, n'a pas la même, la même vibration. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter le produit. Et puis parfois, le produit, il n'est pas tout à fait à la hauteur, donc il faut savoir le transformer, il faut savoir peut-être un peu lui tordre le cou pour en faire autre chose. Et c'est ça qui donne de la valeur au geste du cuisinier, à l'intention qui permet d'offrir quelque chose de singulier, de personnel. Donc c'est plus une recette, c'est l'expression d'un homme. D'ailleurs, depuis quelques années, depuis les années 80, on parle de cuisine d'auteur. D'ailleurs qu'aujourd'hui, les cuisiniers, on peut les citer tous, hein, Michel Bras, Vera, Rollinger, Ducasse et compagnie, on est des gens qui avons une expression culinaire qui nous est propre. Et c'est ce qui est assez fascinant dans ce métier, c'est que c'est un peu comme la musique. Il se passe toujours quelque chose. Alors bien sûr, il y a pas mal de tocards, hein, mais ceux qui ont quelque chose à raconter, eh ben, ils le racontent à leur manière. Et la cuisine, ça devient quelque chose de... Et c'est une expression comme un peintre ou comme quelqu'un qui écrit un roman ou qui fait un film. Ouais. Vous parlez beaucoup d'émotions et de produits. Est-ce qu'il y a un plat dans votre enfance ou un moment comme ça culinaire qui vous a donné envie d'être chef? Pas vraiment, non, pas vraiment. Non. Bizarrement, mon père avait un restaurant, mais c'était pas très joyeux. Mon père cuisinait bien, de façon très routinière. Il avait une étoile Guide Michelin, mais c'était empreint de beaucoup de souffrance, de tristesse, d'abnégation. Faut bien comprendre que Il prenait pas de plaisir. non. Puis le métier a beaucoup changé. Tout ce qui a changé, c'est dans les années 80, grâce à Henri Gault et Christian Millot, qui ont mis des mots sur la cuisine. Et en mettant des mots sur un repas, ça a complètement modifié l'approche culinaire de ces gens, des gens comme moi. Et puis, la clientèle également, elle a vu un repas comme une expérience, comme un moment un moment de musique ou une œuvre d'art qu'on va découvrir. Et c'est vrai que le fait qu'on décrive les émotions d'un repas, ça a ouvert une espèce de champ de perspective au niveau de la créativité qui n'existait pas avant. La cuisine, c'était... Moi, quand j'étais gamin, mon apprentissage, haricots verts, épinards, des patates, du riz, mais il n'y avait rien. Il y avait le champ d'expérience était très très limité. C'était des espèces de répétitions. Et effectivement, dans les années 80, on sortait, on a le... Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que... Les mots. C'est les mots, parce que... C'est les mots. En fin de compte, les aliments sont toujours les mêmes, Oui. à l'origine. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on est passé d'une cuisine qui était, j'allais dire, assez traditionnelle, française, un peu lourde, entre guillemets, si vous permettez l'expression, à quelque chose de beaucoup plus élégant, de beaucoup plus raffiné. Vous avez, plein de saveurs que vous créez. Qu'est-ce qui a fait cette transformation? Le premier papier que j'ai eu, c'était en 78, dans un guide qui s'appelle Lyon Poche. Et le type qui écrivait cette chronique, c'était un normalien, brillant, qui d'ailleurs a fait et c'est lui qui a d'ailleurs sorti cette phrase: la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Il a écrit le livre avec Alain Chapelle. D'ailleurs, on a fait un livre ensemble aussi en 84. Et la façon dont il avait décrit un de mes plats, ça a été comme une espèce de révélation. J'ai dit, mais voilà.
c'était une pochette de Saint-Pierre au poivron doux. Alors d'abord, c'était une pochette que je faisais en février. Donc déjà, il faut comprendre, déjà à cette époque, la saisonnalité, on n'en avait rien à faire. Alors là, aujourd'hui, maintenant, on est rentré de façon presque outrancière d'ailleurs, la proximité des produits, la saisonnalité, évidemment, qui est indispensable. Mais avant, on disait, par exemple, on avait une recette emblématique, ce qu'on appelait une spécialité, mais c'est complètement débile, puisque une spécialité, on va passer vers des truffes au mois d'août, et c'est ce que faisaient les restaurateurs. Ils avaient quelques plats emblématiques. D'ailleurs, mon père avait ça. Il avait 3 plats. Il avait des crêpes aux morilles, un jambon chaud de Micelle, et il faisait un poulet rôti à la broche. Et toute l'année, Bocuse, c'était pas. Enfin, et ce qui a changé, c'est grâce à ces gens qui ont écrit sur la cuisine, ce monsieur-là, qui s'appelait Jean-François Habert, la façon dont il a décrit cette pochette de Saint-Pierre au poivron doux, ça m'a complètement. Je dis voilà, mais c'est ça que tu veux raconter en cuisine. Ça vous a libéré. Voilà. Ah, mais je l'avais dit, la libération, elle avait déjà commencé intimement, parce que comme ce métier me plaisait pas, il fallait que je trouve quelque chose qui donne du sens tout bêtement à ma vie. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être au bon moment, à la bonne place, parce que la cuisine était devenue vraiment un acte artistique. Alors, couplé avec beaucoup d'artisanat. Parce que, bien sûr, le plat, moi, je le rêve, je l'imagine, mais après, il faut le reproduire. Et il ne faut pas le reproduire il faut pas le faire qu'une fois. Il faut être capable, pendant quelques semaines, quelques mois, de produire ce plat avec précision, avec élégance, avec justesse. Et là, on rentre dans l'artisanat. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, effectivement, et c'est ce qui m'a donné cette possibilité de me construire, je répète, de donner du sens à ma vie, c'est d'en faire autre chose que de la cuisine. Et la cuisine, c'est plus que de la cuisine, c'est autre chose. Et c'est du lien. On crée un lien avec les gens, et ce lien qui est un lien presque amoureux, parce que quand les gens sont déçus, c'est dur, hein, parce que les gens, c'est du dépit amoureux. Donc, quand le client il est venu, il a réservé, il a mis sa belle tenue, il va fêter un événement un peu particulier, et si ça marche pas, eh ben, c'est douloureux pour tout le monde. Quel est le plus beau compliment qu'un client vous ait fait, les plus beaux mots? Alors, il y en a eu plein, mais peut-être un des premiers, qui date des années 80, c'était Samuel Fuller, qui était un réalisateur américain, et il était venu à Saint-Étienne, et le lendemain, il avait été interrogé dans un journal, je crois que c'était Libération, et il dit au journaliste, il dit, écoutez, j'ai mangé chez un type, je sais pas ce que j'ai mangé, mais c'était foutrement bon. et en fait, pour moi, c'est beau. Alors, ça m'a joué quelques tours, parce que j'ai été considéré à une époque comme un peu un fossoyeur de la cuisine française, parce qu'effectivement, moi, ce qui m'amuse, c'est construire des goûts. C'est-à-dire prendre des produits assez basiques, de belle qualité, bien évidemment, et de plus en plus de belle qualité, parce que j'en ai la possibilité, et puis de construire un goût qui fait que c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. Donc, c'est cet équilibre. Voilà, il faut quand même, faut pas déstabiliser les gens, mais moi, en fait, je m'occupe pas trop des gens à table. Moi, j'ai une histoire, je trace ma route. Par contre, ma cuisine a évolué. Au départ, pendant des années, c'est une cuisine visuelle. C'est une cuisine où il fallait que je mette de l'ordre, il fallait que je mette de la beauté visuelle, c'est-à-dire que l'assiette soit belle. Et puis après, le goût, ça marchait. Ça, parce que j'ai la chance d'avoir ce petit talent. Et aujourd'hui, clairement, sans doute dû à l'âge, à l'expérience, un peu moins peut-être dans la séduction, et le goût est bien sûr aujourd'hui prime, parce que donc il ne faut pas non plus faire du jeunisme, il faut être, je pense, pour durer, il faut être raccord avec soi-même, voilà. Parce que, et puis peut-être qu'un jour, j'arriverai à la très très belle tomate,
la petite pointe d'huile d'olive et quelques grains de sel, et là, il faudra que j'arrête. Parce que les gens ne viennent pas pour ça, évidemment. Donc, parce qu'il y a un moment, peut-être qu'on élague, et là, on peut ne plus vous comprendre. Donc, c'est parce qu'on fait aussi un commerce. Il faut plaire. Alors, je ne suis pas obsédé par plaire, mais... et évidemment, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai payé très cher mes délires il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Mais on a un public, et ce public, il nous sanctionne positivement ou négativement. Comment vous faites votre choix justement de ces aliments que vous allez travailler? En fin de compte, vous faites selon la saison, vous faites selon une inspiration, c'est-à-dire qu'au départ, vous dites, tiens, j'ai envie de faire tel ou tel plat, de le construire, parce que chez vous, en fait, il y a une espèce on l'évoquait tout à l'heure, de constellation, c'est-à-dire vous prenez un produit et vous allez le décliner en 5, 6 présentations. Comment vous fonctionnez par rapport à la création d'un plat? Évidemment, par rapport à cette époque justement poussiéreuse des années 60, aujourd'hui, tous les cuisiniers, tous les restaurateurs même, aujourd'hui, sont très attachés à la saisonnalité. Voilà. Donc ça, c'est la base. Après, ça peut être un produit que je découvre et que j'ai absolument envie de mettre en avant. Il y a quelques années, j'ai rencontré des gens au Croisic qui ramassent des algues, des herbes sauvages sur ce périmètre magique. Ils les nettoient. Ce sont des gens qui ont une formation scientifique. Et ces algues, aujourd'hui, je les utilise constamment parce que elles sont merveilleuses et elles permettent de faire tellement de choses, même des choses sucrées, même voilà. Donc voilà, c'est les algues. Ou alors ça va être un miel, ça va être par exemple pendant des années, je ne comprenais pas la rhubarbe. Et puis j'ai rencontré une famille près d'Amiens et c'est des dingues de rhubarbe. Et on a des rhubarbes incroyables. Donc voilà, alors je m'y suis mis, et aujourd'hui, on construit des choses autour de ce produit qui d'ailleurs, vraiment sucré-salé, fonctionne très très bien. Il y a quelques années, c'était la bière d'eau de mer. Je crois qu'il y a 2 bateaux qui ont le droit de collecter de l'eau de mer. Et donc, il y a une petite compagnie qui d'ailleurs aujourd'hui a été malheureusement vendue à un plus gros, et la bière d'eau de mer, d'abord, déjà le concept est génial. Moi, j'aime bien parfois l'idée de bière d'eau de mer. Enfin, c'est extraordinaire. Et on a fait plein de plats avec ça. Voilà. Quel est votre aliment préféré? J'aime tout, parce que sinon, mais j'aime beaucoup les légumes. Et d'ailleurs, ma cuisine, elle est un peu différente dès le départ, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai très vite compris que les légumes allaient... Alors je ne suis pas comme des gens comme mon ami Alain Passard ou d'autres en train de dire légumes. Non, moi, les légumes, pour moi, c'est une espèce de base qui permet de créer d'autres goûts. Et dès le départ, moi j'ai compris qu'avec les légumes, on pouvait faire plein de choses, des liaisons, on peut faire des jus, on peut faire extraire des voilà, vous faites une glace, vous faites une glace endive avec une petite pointe de roquefort, c'est super. Enfin, donc les légumes, alors, parfois, le légume, il prend complètement place sur l'agneau. Parfois, l'agneau n'est que le prétexte à mettre en scène toute une logistique de produits végétaux qui pourront être cuits, justement, peut-être avec ces jus, ces jus de viande qui sont extraits de l'agneau. Ouais. On arrive dans la période de Noël. Est-ce que là, vous avez, vous, des références particulières? Est-ce qu'il y a des plats que vous avez envie de préparer? Est-ce que vous avez construit des plats particuliers pour Noël? Alors, pour le coup, il faut être assez traditionnel.
C'est la poularde, c'est un chapon, éventuellement une dinde, voilà, des marrons, les petits marrons, toutes les légumes racines. Éventuellement un peu de truffes, mais elles sont pas belles. Il faut plutôt oublier. Donc je dirais plutôt oublier. Évidemment un peu de foie gras. Ce foie gras qui est très malmené aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait pas chic de faire du foie gras, mais c'est pas la peine d'en mettre 200 grammes de foie gras. On peut faire un petit foie gras cru qu'on râpe sur une huître, par exemple, et puis sur lequel on va mettre peut-être trois petits dés de gingembre. Voilà, et le foie gras, il devient justement, il devient le complément gustatif de cette huître. Voilà, le foie. Moi, par exemple, j'adore le foie gras poché, juste un petit bout de foie gras comme ça. Vous mettez au four à 80 degrés, vous en mettez 40 grammes et vous servez ça avec des salsifis, par exemple. Alors, le salsifis, il faut l'éplucher, c'est un peu compliqué à faire. Mais ça, ou alors, on parlait de poireaux, d'endives. Voilà. Donc, ces produits un peu nobles, il faut justement les utiliser de façon peut-être plus intelligente et pas faire de la tranche comme ça, la grosse terrine. On peut en faire autre chose. Ouais. Quel regard vous portez sur la société? Il y a beaucoup d'alertes sanitaires sur les pesticides. Est-ce que c'est devenu plus difficile de trouver des produits de bonne qualité? Ça coûte évidemment cher. Est-ce qu'il faut se tourner vers le bio? Quelle est votre position là-dessus? Oui, le changement climatique fait que l'été, les volailles, au lieu de faire 1,5 kg, elles font 1,2 kg. La rareté de la mer, le turbo, que d'ailleurs j'ai refusé d'acheter, était la semaine dernière à 115 € le kilo. Nous, on l'achetait à 115 €. Donc ça devient indécent. Et puis, il y en a pas. Ça veut dire que ce poisson est rare, ça veut dire que ce poisson est dur à pêcher à cause de la tempête, peut-être qu'il est rare, donc il faut aussi avoir l'intelligence de dire non, je m'en passe. Voilà, donc bizarrement, le monde du végétal se porte, je trouve, plutôt bien, parce qu'il y a plein de maraîchers. Moi, par exemple, j'ai pas de jardin, mais je travaille avec 4 ou 5 maraîchers qui sont répartis dans différents endroits de France, et on a des légumes magnifiques, voilà, et ce qu'on ne trouvait pas avant. Ce qui est dramatique, moi je l'ai vécu à Saint-Étienne, donc il y a 45-50 ans, c'est quand j'ai vu dans un marché, le marché de gare, qu'on appelle le marché régional des légumes à Saint-Étienne, j'ai vu en plein mois d'août des palettes et des palettes d'abricots qui venaient du Pérou. Et là, il y a un problème. Et c'est là aujourd'hui le problème. C'est que on a laissé la porte ouverte. Alors, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, elle a du très bon. On peut pas le nier. Ça amenait de la richesse, ça amenait du commerce, ça amenait donc de la paix. Mais aujourd'hui, on trouvait un bon kilo d'abricots mûrs à maturité, c'est une galère, quoi. C'est très compliqué. Donc là, on est, voilà, aujourd'hui, avec ces problèmes qu'on vit d'élevage, là, c'est terrifiant. Et j'ai pas d'opinion. Non, vous n'avez pas un regard sur la crise agricole? J'ai un regard, mais mon regard, il a aucun intérêt. Parce que c'est très, très, très complexe. Moi, je suis une génération. Dans le village, il y avait 5-6 fermes. 5-6 fermes. Les troupeaux rentraient le soir. Il y avait 9 vaches. Le boucher, je n'étais pas choqué, il tuait le bœuf devant nous, hein, à coups de massue, puis on voit le truc, voilà. Et j'ai un rapport à la mort des animaux qui, effectivement, c'est de ma génération. C'était normal, quoi. Alors aujourd'hui, si vous marquez agnelet sur votre carte, vous n'en vendez pas. Le petit agneau, gna gna gna. Aujourd'hui, le rapport à la mort, il est partout. Lorsque vous mangez l'huître, elle couine, l'huître, elle meurt. Vous arrachez une fleur, elle meurt. Il faut bien savoir que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, sujet qui, en vieillissant, devient plus préoccupant. Lorsque je vois arriver des poissons, avant, moi, je vois un poisson. Aujourd'hui, je vois un poisson mort. Un poisson. Et donc,
respectons-le. Il n'est pas mort pour rien. Il faut en faire quelque chose de très beau. Mais ça, je l'ai compris dès le départ, que les produits étaient chers, étaient rares, qu'on faisait un métier qui était dans le superflu, parce que j'oublie jamais que de l'autre côté, il y a des gens qui, comme on dit, tirent le diable par la queue. Donc, c'est cette exigence que j'ai mis dans mon travail qui me dit, t'as pas à avoir de honte. Ce que tu fais, tu le fais le mieux possible et tu offres quelque chose qui a de la valeur. Voilà, comme une chaussure qui est faite par un chausseur et qui vous fait une chaussure magnifique. Ben oui, mais cette chaussure, on va la garder une vie. Voilà. Et ben nous, c'est très éphémère, mais c'est fait avec le plus de sincérité possible. Alors, on ne peut pas terminer, en fin de compte, ce podcast de Noël sans parler quand même de la santé, puisque par définition, l'alimentation et tous les aliments, quand même, ont une finalité, et la santé intervient, bien évidemment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce qu'en fin de compte, quand vous faites votre cuisine, quand vous composez vos plats, cette notion de santé, de préserver la santé, de favoriser la santé, est un élément important? Instinctivement, oui. La qualité des produits, la fraîcheur des préparations, tout est préparé à l'instant. Cette question, je la réfléchis plutôt par rapport aux équipes, bizarrement. Le client, il vient, bon. Alors, il ne faut pas qu'il reparte et qu'il pendant 3 jours, il a du mal à digérer. Voilà. Non, évidemment. Mais les gens, chez nous, ils déjeunent et ils dînent. Et souvent, si on n'y faisait pas attention, ils mangeraient n'importe quoi, les gamins. Voilà. Et ils mangeraient. C'est un combat pour qu'ils s'assiedent et pour qu'ils, même s'ils mangent en un quart d'heure ou 20 minutes. Là, vous parlez de votre brigade. Ah oui, et je fais attention. On fait très, très attention à ce que la nourriture soit saine, soit équilibrée, qu'il y ait des fruits, qu'il y ait des légumes. Voilà. Parce qu'ils boufferaient que des patates et de la purée, et voilà, du gras. Hein. Non. Donc, ça, on fait. Je fais. Et les gens qui m'entourent, qui sont mes collaborateurs depuis des années, ils le savent. Voilà. C'est la tambouille de l'équipage, elle est capitale pour leur santé physique et mentale. Moi, je l'ai appris avec le temps. Aussi, moi, je fais un peu de sport. Si je fais un petit abus la veille, la série d'abdos ne passe pas. Hein. Ça passe pas. Donc, il suffit d'être un... Non, mais ce qu'on n'apprend peut-être pas assez aux gens, n'importe quelle école, école hôtelière, polytechnique, ENA, j'en sais rien, écoutez votre corps, écoutez-vous. Et votre corps vous envoie beaucoup d'informations. Chacun a son propre rythme cardiaque, ses propres forces, ses propres faiblesses. Donc, il faut savoir. Moi, j'aime bien. Parfois, on me pose la question, où est-ce que vous aimeriez vivre? Quel est votre endroit favori? Et je dis, j'ai retenu une phrase de Jim Harrison, c'était écrivain américain, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a dit un truc que je trouve absolument fabuleux. Votre maison, c'est votre corps. Voilà. Et quand vous êtes bien dans votre corps, vous pouvez aller partout et affronter toutes les vicissitudes d'une journée ou des problèmes qui nous assaillent. Merci beaucoup, Pierre Gagnère. On rappelle votre livre, Pierre Gagnère en cuisine, aux éditions de Noël. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Passez de belles fêtes. Ouais.